Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et particulièrement heureux puisque beaucoup de choses se sont produites depuis la dernière. Il y a un peu moins de 48 heures, je dédié une analyse d'une vingtaine de minutes à la question de la Super League, son fonctionnement, mon avis. Le problème quand on prend 2 jours pour faire une vidéo, c'est que quelques minutes seulement avant sa publication, le projet de Super League commençait à battre déjà assez sévèrement de l'aile, plusieurs clubs qui se retiraient, plusieurs membres fondateurs qui se retiraient. Alors je vous ai sondé sur Twitter, vous étiez quand même plus de 90% à vouloir voir la vidéo, en plus je trouvais qu'elle conservait une valeur pédagogique réelle et ça aurait été dommage aussi de passer 48 heures pour rien du tout. En même temps, il y a du coup aujourd'hui beaucoup plus de choses à dire, des choses à éclairer, des questions qui restent en suspens à soulever, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par une première chose, c'est se demander si cette Super League, son non-aboutissement, si l'annulation de cette Super League est une victoire. C'est vrai qu'à bien des égards, la question mérite d'être soulevée quand on voit le projet concurrent qui se met en place, la réforme de la Ligue des Champions qui verra le jour horizon 2024-2025, saison 2024-2025. Bon, est-ce que c'est vraiment mieux? J'ai consacré une vidéo entière dédiée à ce projet de réforme, donc je ne vais pas la détailler de manière totalement exhaustive, mais pour moi, oui, c'est tout de même une victoire parce que c'est assez simple. Ce projet de réforme de la Ligue des Champions, donc en gros on passe de 32 à 36 équipes, beaucoup plus de matchs de phase de groupe, donc 10 au lieu de 6, et un total, on double en gros le nombre de matchs, c'est assez significatif et ça permet aux clubs qui participent à cette Ligue des Champions d'avoir plus de revenus, en gros plus de volume, plus de matchs et donc des droits télé qui devraient augmenter, ça c'est la rationalité derrière. Alors comme je l'évoquais dans toutes mes vidéos jusqu'à présent, je n'aime pas cette réforme, je la trouve inadéquate, vraiment pas en rapport avec les problématiques qu'on vit vraiment dans le monde du foot, à savoir une inflation des rencontres. Là, on essaie de répondre à la question économique par le volume. Puis il y a aussi un autre problème, c'est qu'en passant de 32 à 36 équipes, 4 nouvelles places, ok, pourquoi pas, mais 2 de ces places qui sont réservées à des équipes qui ne se seraient pas qualifiées via leur championnat national. C'est en gros pour les meilleurs non qualifiés. On regarde le classement UEFA, on regarde les clubs qui n'ont pas réussi à se qualifier et ceux qui sont positionnés le plus haut sur ce classement en vertu de leur positionnement sur les compétitions européennes sur les 5 ou 10 dernières années, on leur donne ces places qualificatives. Par exemple, l'année dernière, ça aurait été Arsenal et Tottenham. Donc forcément, ça ressemble à de la Super League et c'est non désirable. Mais alors déjà, attention, selon The Times et une information relayée par RMC, cette question des 2 clubs qualifiés sans s'être qualifiés via leurs championnats nationaux, cette question pourrait être rediscutée à la prochaine assemblée de l'ECA, des membres qui souhaitent profiter en gros de l'impulsion qui a été donnée par ce rejet de la Super League pour remettre cet élément sur la table, puisque c'est vrai que c'est celui qui ressemble le plus à la Ligue fermée, en tout cas octroyer des places qui ne sont pas directement liées au mérite sportif, en tout cas celui de la saison en cours. Donc c'est en train d'être rediscuté. Est-ce que ce sera définitivement écarté? Personnellement, si je devais donner mon prono, je dirais que non, mais ça n'empêche pas de penser qu'entre la Super League, 15 membres fondateurs élus à vie et cette situation-là, c'est pas du pareil au même, c'est pas kiff-kiff, il y a quand même une différence assez substantielle, et même si ce projet de réforme de Ligue des Champions 2024, on peut le trouver indésirable, c'est mon cas, on doit quand même réussir à avoir une hiérarchisation qui est à la hauteur de la réalité, et entre le projet de Super League et cette réforme de la Ligue des Champions 2024, il y a quand même un écart substantiel, les deux vont globalement dans la même direction. On va dire que cette réforme, elle ne milite pas pour une redistribution plus forte et une hypermobilité des clubs européens, une diversité géographique comme celle que j'appelais de mes voeux, on est d'accord, mais il y a quand même un écart substantiel, et dire que tout est pareil, c'est pas avoir, je trouve, un regard réaliste sur la situation. Donc ça c'est un premier point, on va dire que la Super League écartée dans l'immédiat, c'est une victoire qui est nécessaire, même si insuffisante, il reste d'autres combats à mener, c'est une victoire partielle, mais ça en fait tout de même une victoire de mon point de vue. Ça c'est le premier point. Le deuxième que je voulais éclairer, c'était par rapport à la question du fameux bluff, le coup monté, qui aurait permis en réalité à ces clubs fondateurs d'obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire un système qui leur convient mieux, et là je pourrais pas être plus en désaccord. Alors c'est sûr que la menace de la Super League depuis un moment maintenant, depuis plusieurs années, cette menace a permis de modeler le rapport de force en la faveur des puissants, on est d'accord là-dessus. En revanche, la constitution de la Super League sur ces derniers jours, c'est pas un bluff,
c'est pas quelque chose qui n'avait pas vocation à se réaliser et qui avait seulement vocation à retirer un avantage de la situation. Comme j'ai dit, je pourrais pas être plus en désaccord avec ça et c'est assez simple à prouver. La première, c'est que c'est pas la formation de cette Super League qui a conduit l'UEFA à valider le projet de réforme de la Ligue des Champions 2024. Ce projet allait déjà être validé le lundi matin et c'est plutôt l'imminence de sa validation qui a poussé la Super League à se déclarer officiellement. Quelques heures avant l'officialisation, on a eu les membres de la Super League, les membres fondateurs qui ont lâché leur fameux communiqué. La réforme de la Ligue des Champions 2024, elle ne satisfait pas les intérêts des membres fondateurs qui se sont exprimés de manière assez vocale sur le sujet, qui estiment que la réforme ne va pas assez loin, qu'elle participe d'une inflation de rencontres inutile pour Florentino Pérez. La Ligue des Champions, après tout, n'est intéressante qu'à partir des quarts de finale. Donc c'est pas du tout quelque chose qui leur convient, et ça leur convient d'autant moins qu'elle arrive dans longtemps, une réforme de la Ligue des Champions horizon 2024-2025 pour tous ces clubs mal gérés qui sont dans des situations de déficit colossaux et qui souhaitaient l'implémentation d'une Super League dès la saison prochaine ou au maximum dès 2022-2023. Ça aussi c'était un point fondamental, c'était l'idée d'avoir tout de suite une solution, et la preuve irréfutable de ce point c'est qu'un énorme levier de motivation pour rejoindre cette Super League, c'était le prêt qui était immédiatement accordé par la banque JP Morgan, ce fameux Infrastructure Grant, une enveloppe totale de 3,5 milliards d'euros répartis pour les clubs fondateurs pour permettre d'essorer les dettes et les pertes liées entre autres à la période de pandémie, mais je pense plus généralement à une gestion calamiteuse de ces super clubs. Donc ça c'était un point fondamental, le fait que cette Super League commence très tôt, c'est pas du tout le cas avec la réforme de la Ligue des Champions 2024. Donc on peut pas estimer que c'est un développement qui leur convient, on peut pas estimer que c'est un coup de bluff qui a été orchestré pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. Il y a la question de l'augmentation du budget qui revient. C'est vrai que l'UEFA sera en discussion avec Centricus Asset Management, un fonds d'investissement britannique, pour rehausser substantiellement son budget. Alors, budget, c'est assez flou. Je pense qu'on est assez peu à savoir réellement ce que ça signifie. Si je devais parier, je dirais que ça n'a aucun rapport avec les droits télé qui sont, eux, négociés avec les diffuseurs. C'est eux qui déterminent les enveloppes. Je pense que c'est plutôt en rapport avec la structure de gain, la participation, les montants que rapporte une participation à la Ligue des Champions, une accession au tour à élimination directe. Plus on va loin, plus on gagne d'argent, le prize money, peut-être que c'est pour ça. À voir maintenant, c'est pas encore validé, donc il y a déjà cette question, et si on estime que c'est ça qui a fait rentrer les clubs anglais dans le giron de l'UEFA, je pense qu'on se trompe. Si on estime que c'est ça que recherchaient les membres fondateurs de l'UEFA en priorité au moment de la formation de leur Super League, et que donc leur bluff a abouti, je pense qu'on fait totalement fausse route. Et je pense qu'on prête même trop de crédit et trop d'intelligence aux décideurs du monde du foot, peut-être même aux décideurs de manière générale finalement. Une bonne partie de la théorie du grand coup de bluff, du coup monté et du coup calculé, il repose sur le fait que ces puissants qui tirent les ficelles sont intelligents, rusés, clairvoyants, et ça je pense que c'est évidemment, c'est pas jamais le cas, mais c'est loin d'être toujours le cas, a fortiori dans le monde du foot, et on va y revenir. Mais alors maintenant, si on n'est toujours pas convaincu du fait que ces acteurs n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, si on pense qu'ils ont obtenu en réalité ce qu'ils voulaient, que c'était un coup très bien monté, très bien orchestré, je pense que la réponse est la plus évidente, elle se trouve au niveau des conséquences, et il y en a de très très nombreuses qui prennent toute une forme. En gros, c'est un lien fragilisé avec à peu près toutes les parties prenantes de leur écosystème. Les supporters déjà, on a vu via les manifestations, on a vu via les messages qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, que pour beaucoup, le lien de confiance avec leur propre club avait été dramatiquement fragilisé, ça c'est un premier point. Il y a le lien avec les autres clubs aussi, on a vu en première ligue que cette volonté de sécession a été très mal reçue par les 14 autres membres, puis disons qu'un coup de bluff qui coûte des démissions, comme celle d'Agnelli d'un grand nombre de ses mandats, comme celle d'Ed Woodward à Manchester United, un coup de bluff qui coûte une fragilisation du lien avec ses supporters, comme on l'a évoqué, mais aussi ses salariés, joueurs et entraîneurs, qui ont manifesté leur mécontentement de ne pas être inclus dans le processus de décision. Un coup de bluff qui coûte des vidéos d'excuses, comme celle-ci terrible de John W. Henry de Liverpool. Un coup de bluff qui coûte aussi des humiliations publiques, des images publiques écornées sous la forme de prises de position très vocales, qui sont pourtant contredites quelques heures plus tard. Là, je pense bien sûr à l'interview de Flo Pérez dans le Chiringuito, à l'interview d'Agnelli pour la Gazzetta dello Sport. Un coup de bluff qui aura coûté au moins une perte de sponsor, celle-ci pour Liverpool, et tout ça pour obtenir une réforme de la Ligue des Champions qui allait déjà passer, et peut-être une augmentation de son budget. Ça semble être un bluff assez onéreux.
Donc ça c'est pour les conséquences immédiates à court terme. De mon point de vue, elle souligne à quel point on n'est pas dans une optique d'un bluff, d'un coup monté. Ça c'est la première chose. Ensuite je pense qu'on peut essayer de mettre en lumière les conséquences à moyen ou long terme, à quoi pourrait ressembler la suite dans ce monde post-échec de la Super League. Déjà la première chose c'est qu'il va vraisemblablement s'articuler encore davantage autour de Nasser Al-Khelaifi qui a pris la tête de l'ECA, donc le poste laissé vacant par André Agnelli, qui dans toute cette crise aura prouvé sa loyauté envers l'UEFA, donc il aura sans doute une parole encore plus importante, et on va dire que ces décisions vont être encore plus décisives sur l'avenir du foot européen. Ça c'est une première chose. Ensuite, en regardant encore davantage à long terme, je pense qu'il y a une idée qui a été soulevée par Kaveh Solekol de Sky Sports, le reporter de Sky Sports, qui dit que pour lui, il n'est pas impossible de voir le gouvernement s'investir encore davantage dans la manière dont le foot est géré, en tout cas en Première Ligue, en tout cas en Angleterre selon lui, au sujet de la Première Ligue, et qu'à l'avenir, on pourrait voir un régulateur indépendant gérer la question du foot, en tout cas en l'occurrence en Grande-Bretagne. D'ailleurs, c'est exactement la menace qu'avait fait peser Boris Johnson au plus fort de la tempête, mardi midi. C'était celle d'une bombe législative pour stopper la Super League. Donc voilà, des liens renforcés entre le football et le monde public, entre le gouvernement et le football, ok, pourquoi pas. Autre possibilité, c'est d'imaginer une restructuration plus profonde des clubs, avec pourquoi pas un modèle qui mette les supporters au centre de la participation, comme évoqué dans un autre article. C'est vrai que les clubs allemands n'ont pas participé à cette Super League, on peut l'imaginer en bonne partie pour cette raison, parce que le modèle du 50+1 ne l'aurait pas permis, les supporters n'étant pas d'accord avec cette proposition. Personnellement, je pense que ça me plaît beaucoup plus qu'une gestion par le politique, disons que celui-ci ne brille pas toujours par sa capacité à comprendre le football et son écosystème. Mais voilà, c'est des pistes de réflexion, le 50+1 généralisé, ce serait idéal, et ça on aura peut-être l'occasion d'en refaire une vidéo, d'ailleurs j'aimerais bien en faire une vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que ça pourrait soulever des questions d'évolution à moyen terme, long terme, ce qui serait, on va dire, une externalité positive, très positive de cette Super League. Et alors enfin, pour boucler cette vidéo, je me disais que c'était assez intéressant de revenir sur les leçons qu'on peut retirer des dernières 72 heures, des leçons qui peuvent servir pour la suite. Alors, la première chose, c'est la déconnexion, ça en était une illustration très saillante, la déconnexion qu'on constate entre certains dirigeants et leur base de supporters, plus encore peut-être même que la déconnexion sur les envies, c'est même un niveau d'amateurisme flagrant. Alors il y a Simon Cooper de Soccernomics qui en parle assez bien sur Twitter, qui évoque le fait que quiconque passe du temps dans l'environnement du foot se rend compte d'à quel point c'est un business qui est basé sur la stupidité, en tout cas qui compte beaucoup de personnes qui sont pas véritablement à la hauteur de leur poste. Il y a plein de raisons à ça, on va dire que c'est un business, comme l'explique très bien Romain Molina dans ses vidéos, un business qui favorise l'entre-soi, qui ne valorise pas toujours la compétence, et plutôt la loyauté, ou en tout cas l'intérêt personnel sur des situations de court terme. En gros, on se retrouve avec des personnes qui sont véritablement pas à la hauteur de la situation, qui conduisent leur club à être endettés de manière substantielle, qui montent un projet de Super League avec un niveau de communication externe très faible. On n'a jamais eu véritablement un contrôle du récit autour de cette Super League, elle n'a jamais été vendue aux personnes qui comptent le plus, c'est-à-dire les supporters. Ça pour moi, c'est vraiment le point numéro 1, fondamental, ça a été très bien illustré à travers toute cette histoire. Le deuxième truc ensuite, la deuxième grande leçon, pour moi c'est au niveau des entraîneurs et des joueurs. On a vu à quel point leur liberté était contrainte. Non seulement ils ont eu très peu d'informations, voire aucune, sur la mise en place du projet, plusieurs ont avoué qu'ils ont été totalement pris de court, qu'ils ont appris tout ça dans la presse de la même manière que nous. Ils ont été jetés en pâture dans des conférences de presse où leur position était très difficile à tenir, et ont été aussi globalement, à quelques exceptions près, mais globalement assez peu vocaux sur les réseaux avant l'annulation de la Super League. Alors on peut y lire un manque d'échine, de courage, on peut aussi et peut-être surtout y lire une structure qui ne leur accorde pas une énorme liberté, où ils sont des salariés qui sont bien sûr très très bien payés, pas à plaindre, mais qui en gros restreint de manière évidente leur liberté de parole. Disons que cette situation a souligné à quel point les joueurs, les entraîneurs, les acteurs premiers ne sont pas encouragés à être partie prenante du changement, et c'est peut-être quelque chose qui mérite d'être corrigé, parce qu'ils sont un contre-pouvoir évident. Si demain les joueurs s'arrêtent de jouer, si les entraîneurs s'arrêtent d'entraîner, ça va pas être si facile de les remplacer. Donc tout ça, ça montre à quel point ils ont un rôle à jouer dans la direction que prend notre football, et peut-être quelque chose à réfléchir autour de cette question. C'est la deuxième leçon. La troisième, en parlant de contre-pouvoir, c'est aussi à quel point cette
cette situation a prouvé que les supporters étaient un contre-pouvoir véritable. Les supporters traditionnels, on l'a vu dans les réactions, la mobilisation des supporters anglais, qui sont allés au-delà de leur tribalisme, au-delà de leur appartenance club, qui ont manifesté pour aller à l'encontre de leurs dirigeants et appuyer des valeurs qu'ils jugent encore plus importantes que leur club, les valeurs profondes du foot, du sport, l'incertitude, la diversité. Ça, c'était quand même une belle illustration, et c'est une leçon à retenir pour la suite. La voix des supporters porte, elle a véritablement une influence quand elle est correctement mobilisée. Puis enfin, la dernière leçon, elle est beaucoup moins glorieuse, et sans doute qu'on n'avait pas besoin d'attendre la Super League pour l'apprendre, mais c'est que ça m'a permis de regarder le congrès de l'UEFA, c'était lundi, et ça m'a permis d'écouter un speech en entier de Gianni Infantino, qui était au congrès donc en sa qualité de président de la FIFA, et c'était incroyable à quel point on sentait un gars, je sais pas si ivre de pouvoir c'est le bon terme, mais on va dire en déconnexion totale. Il avait l'ivresse parce qu'il avait la déconnexion totale avec la réalité. Il s'adressait quand même à des personnes dans le cadre d'une crise existentielle pour l'UEFA, et donc pour ces personnes-là, il s'adressait à eux avec des laïus interminables sur son passé de joueur en Suisse, sur son niveau, son faible niveau. Vraiment, il adorait être sur le podium, on sentait qu'il prenait beaucoup de plaisir, énormément de plaisir à s'écouter parler, et bon, je pense qu'on n'avait pas besoin d'attendre la Super League pour savoir que Gianni Infantino et la FIFA, c'est une calamité, mais quelque part ça l'a renforcé encore davantage. Je crois que je l'avais jamais entendu parler pendant aussi longtemps avant, et on m'y reprendra pas. Donc voilà, ça en gros pour la Super League. Mon avis sur la question, c'est que c'est une victoire qui est nécessaire mais pas suffisante. Il reste des combats, dont celui de la Ligue des Champions 2024. C'est sûr, la tendance reste négative et demande notre vigilance, mais c'est quand même une victoire, c'est quand même mieux que la Super League, et de mon point de vue, comme on l'a expliqué, c'est pas du tout un coup de bluff réussi, c'est se méprendre sur la situation de mon point de vue que d'y lire ça. Maintenant, il reste du travail pour essayer d'imaginer un football plus vertueux, plus inclusif, plus divers et plus fidèle aux valeurs du sport, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est une très bonne manière de soutenir mon travail. Si vous voulez pas rater les prochaines, dont le prochain épisode de Retour qui arrive ce week-end, si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je tais pour l'instant le nom du prochain épisode de Retour parce que certains estiment que je spoil quand je l'annonce, donc je comprends. C'est un épisode mystère, mais c'est sur une très grosse nation, sur un des favoris absolus de la compétition, donc c'est samedi ou dimanche, mais ça sortira autour de 10h. Donc on se retrouve ce week-end. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, une très bonne soirée, et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, bisous.